Par moment, je me demande si on n'abuse pas un petit peu le fait de reprendre un film cultissime et de le mélanger à la sauce de la génération de films qu'on a maintenant. Parce que ce qu'on a, c'est pour moi extrêmement dangereux. Je vais tout brûler. Espèce de... Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la réaction à chaud d'un film dont beaucoup de gens m'ont demandé mon avis. Eh bien, j'ai pris mon courage à deux mains quand même, j'ai été le voir, malgré que les deux derniers films ne m'ont pas spécialement plu. Ceux qui ont vu mes critiques horrifiques savent très bien qu'au quoi, je ne porte pas le 5 et le 6 dans mon cœur, mais j'ai quand même voulu faire un effort pour voir ce nouveau film, à savoir Scream 7. C'est sorti cette année en 2026, c'est réalisé par Kevin Williamson. Kevin Williamson, ce n'est pas un nom inconnu puisque c'est le co-créateur de Scream avec Wes Craven. Donc on va dire que Kevin Williamson, c'est un peu lui qui a, on va dire, avec l'aide de Wes Craven, créé tout l'univers Scream en question. Et je dois dire que là, le Gugus, il s'est dit, je vais essayer de faire un peu à ma façon, voir ce que ça peut faire. Étant donné que les deux réalisateurs qui avaient fait le 5 et le 6 ont foutu le camp. Déjà que les deux actrices, Melissa Barrera et Jenna Ortega, ont foutu le camp. Tout simplement à cause d'une histoire de la Palestine. Voilà, on va c'est comme ça, hein, n'ayons pas peur des mots. Et donc on ne savait plus quoi raconter pour le 7, à part pour nous refaire du fanservice. Et d'ailleurs en parlant de fanservice, voici le synopsis en question. Alors on retrouve Sydney qui a évolué, elle est mariée au chef de la police et elle a également 3 enfants, si je ne dis pas de bêtises, 2-3 enfants. Mais elle s'occupe principalement de sa fille, sa grande fille, à savoir Tatum. Mais sa vie va basculer quand elle va recevoir l'appel d'un nouveau Ghostface. Et on va dire que son passé va la rattraper encore une fois, puisque ce tueur semble tout connaître chez Sydney. Voilà, le synopsis, c'est à peu près ça. Alors, j'ai quand même voulu le voir parce que j'avais quand même fait la trailer réaction, dont malheureusement j'ai dû la supprimer parce que YouTube a décidé de me casser les couilles avec la vidéo, quoi je n'ai pas le droit de réagir à ça parce que j'ai pas les droits. Alors qu'il y a je ne sais pas combien de gugus sur YouTube qui arrivent à faire une réaction à ça, qui ont le droit de la réagir. Mais moi j'ai pas le droit. Je sais pas dans quel monde on vit, hein, mais voilà. T'as pas mal de gens qui ont le droit de voir ce film là et moi j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de réagir à la vidéo en question. Enfin bref, mais de toute façon dans ma trailer réaction je disais qu'au quoi, j'irai le voir quand même si on sentait le fan service encore une fois qui aura tendance à m'emmerder un petit peu. Je l'avais prédit, hein, mais bon, que voulez-vous. Ce qui fait qu'au quoi, j'étais un petit peu déçu par rapport à ce film. Enfin vous allez le voir, de toute façon je sais pas, j'ai retenu énormément de choses. Donc vous connaissez, les réactions à chaud c'est toujours 100% spoiler. Donc on y va sans plus attendre. Alors, le film s'ouvre sur un couple qui va dans la maison de Stumacher, qui est devenue un espèce de musée pour les films stab. Et on va dire que là, on sent le côté fanservice encore une fois. Donc déjà, le film qui s'ouvre sur du fanservice. Ouais, quand même. Mais en soi, l'intérieur m'avait beaucoup plu. On retrouve les mêmes décors de la maison, on a la disposition décors de chaque film. Genre là où Billy est mort, là où Richie est mort. Voilà, donc tous les morts qu'il y a eu dans la baraque, il y a leur localisation, on va dire ça comme ça, voilà. T'as des posters des films stab un peu partout dans la maison. C'était franchement une très bonne idée d'avoir fait ça. On a aussi un Ghostface, mais version animatronique, si je peux dire. On a une espèce de robot, mais qui réagit au mouvement d'une personne. Ça, c'est ultra bien foutu. Et même moi, la première fois, je suis tombé dans le panneau. Je m'étais dit, ah, il est là d'entrée de jeu. Finalement, c'est juste un robot. Je m'étais dit, oh, ok, ça va, c'est cool, c'est cool. Ça fait attraction horreur quand tu vois ça, ça fait un petit peu attraction horreur, mais c'est sympa. Et puis on reçoit quand même un coup de téléphone classique, où on te demande c'est quoi ton film d'horreur préféré. Je vais te poser 3 questions, et si tu as faux à une des questions, je vais te trucider comme une truite. Voilà. Donc la scène d'intro est vraiment concentrée sur le fan service du premier film.
Mais en soi, on va dire que c'est vraiment classique, hein, le coup de téléphone avec la voix menaçante et tout, la voix trafiquée. Voilà, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Malgré que c'est quand même du déjà vu, et vous savez pourquoi je ne supporte pas quand on fait du déjà vu, qu'on a vu 25 000 fois dans n'importe quel film d'horreur, pas que Scream, mais dans 25 films d'horreur. Ça a tendance un peu à me faire chier. Mais bon, il fallait bien qu'au quoi on trouve une petite touche qui fait vraiment Scream. Puis aussi, c'était une séquence où tu as quand même le mec, donc le mec en question, il va s'habiller en Ghostface juste pour effrayer sa meuf. Alors qu'il savait qu'il y a quelques minutes avant, sa meuf disait qu'au quoi elle n'était pas rassurée d'être là. Elle n'aimait pas, elle n'était pas à l'aise. Donc du coup, le mec avait dit, ok, on va quand même partir, il n'y a pas de souci. Je vais juste faire un petit tour et je reviens. Mais le mec revient habillé en Ghostface, là, et le mec est complètement con. Il agit vraiment comme un con. La meuf, elle n'est pas saine d'être dans cette maison où il y a eu tous ces meurtres. Le mec va quand même trouver le courage de s'habiller en tueur pour aller l'effrayer. Quand même. Juste avant qu'il se fasse tuer par un vrai Ghostface, par un vrai tueur. Et là, pour le coup, le meurtre, j'ai beaucoup aimé où il rentre la lame dans le crâne et ça, tu vois pourquoi ça ressort par l'œil et tout. C'était sympa. Franchement, c'est vraiment cool. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu avant de voir le film. C'est que beaucoup de gens ont dit que c'est le film le plus gore, le plus violent même de toute la saga. Je m'étais dit, ok, là, si c'est un peu plus gore, alors je vais voir quand même. Je suis pas un gros fanatique du gore, hein, mais je me dis, s'il y a un peu de violence, beaucoup plus violent qu'on avait eu dans les films précédents, je m'étais dit, il n'y a pas de problème, je vais voir quand même. Mais bon, bref, la séquence était vraiment sympa, là, où après elle se met à courir pour échapper au vrai Ghostface. Et aussi sympa, à un moment, t'as le Ghostface qui tombe, la meuf, elle est accrochée à un lustre, elle tombe, le tueur se retourne, la lame bien comme ça, et hop, elle se fait empaler. Pas mal, franchement pas mal. Et c'est juste après là que le Ghostface décide de brûler la baraque. Et là, à ce moment-là, il y avait deux plans que je trouvais stylés. T'avais un plan en contre-plongée où tu voyais Ghostface prendre une allumette et puis la craquer avant de la jeter complètement. Le plan était stylé, avec les flammes derrière et tout, c'était vraiment cool, j'ai adoré. J'ai adoré ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas beaucoup. Même si je ne suis pas sûr que... Bon, on sait que ça fait une espèce de, on va dire ça entre guillemets, référence à Scream 3. Mais je ne me rappelle pas si dans le 3, il y avait un plan pareil. Après, on va pas chipoter sur les mots. Et aussi, un autre plan, c'est tu vois Ghostface sortir en marchant avec la maison qui crame derrière. Le plan est stylé. Il y a un petit côté Halloween Kills. Tu sais, quand Michael Myers sort de la maison de Laurie qui a pris feu. Pourquoi pas? Donc l'intro, il y a à la fois du bon et du mauvais. Mais ça commence plutôt bien pour moi. Aussi, pour le fanservice, là on a déjà pas mal de fanservice qui font référence au premier film déjà. Mais surtout au premier film, je dirais, les 4 premiers normalement. Parce que tu as le coup d'une pièce de théâtre qui fait référence aux deux. Le petit copain qui passe par la fenêtre qui fait référence au premier film, quand Billy Loomis s'incrustait dans la chambre de Sidney. On a le coup de l'acte final dans une maison, enfin on voit la maison du premier. Voilà. En vrai, je pense que ça va être... J'aurais pu dire que ça aurait pu être un point positif, mais pour être honnête, tout le long du film, je pense que c'est un point négatif à mes yeux. Je vais le dire dans la conclusion. Donc on a pas mal de références. C'est sympa pour les fans, hein. Moi aussi, je suis un peu considéré comme fan de Scream, donc c'était plutôt sympa. Mais pour moi, le point noir, c'est qu'il y en a un petit peu trop comparé aux autres. Alors la scène du théâtre était vraiment sympa quand tu avais une... comment elle s'appelle la meuf? Anna. En plus, c'est joué par McKenna Grace ou Grey, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, vous voyez de qui je parle. Bah, celle qu'on voyait dans FNAF 2. Bien, à ce moment-là, la scène était stylée. Où elle était presque pendue dans le vide. À un moment, elle tombait, puis elle remontait et tout ça. Et on la faisait balancer et tout. C'est-à-dire qu'on jouait avec elle comme une fée. Tu sais, on jouait avec comme si c'était un yo-yo. Et ce qui était stylé, c'est que pendant qu'elle se balançait, t'as Ghostface qui arrive en passant une porte. T'avais une musique assez intéressante. Bon, je le dis quand même, la bande-son de tout le film, c'est classique d'un Scream, mais même s'il y a un peu trop de musique de groupe à mon goût. Bref, là, elle balance.
Et alors là, encore une fois, là, c'est encore plus brutal que je le pensais. C'est que tu as le Ghostface qui va s'amuser à lui donner des coups de couteau. Un d'eux, elle va se prendre un coup là, un coup à la jambe. Puis après, on va lui ouvrir le ventre carrément. Tu vois des boyaux sortir. Oh, intéressant ça. J'ai trouvé vraiment brutal. Et ça se termine avec un plan, encore une fois, un plan que j'ai trouvé sympa, c'est que tu as le plan vu de derrière, où tu vois le corps pendu avec une lumière en arrière-plan. Waouh! Ça se pend comme ça, là, waouh! C'est glauque à voir, mais au moins c'était joli. C'était joli. Il y a quand même eu une petite idée en termes de mise en scène pour les meurtres qu'on n'avait pas dans les autres films. À part le 1 où c'est classique, et après le 2, 3, 4, 5, 6, ça suivait le 1. Mais là, on va dire que ça va un petit peu. Là, ils se sont fait un petit plaisir pour faire les mises en scène des meurtres. Donc, c'était génial. Il devrait en voir plus souvent des trucs ainsi. Ensuite, on a une scène de course-poursuite dans la maison de Sidney. À un moment donné, la séquence était assez bien foutue. Où en fait, tu as des flics qui vont fouiller la baraque. Ils vont surveiller la baraque et tout ça. Pour voir si le tueur n'est pas là. Et à un moment donné, la caméra monte, tu vois une trappe du grenier qui s'ouvre et hop, Ghostface qui arrive. Putain, là, le mec avait tout prévu. Il avait tout prévu. Et j'ai bien aimé, c'est que là, à un moment donné, tu as des courses-poursuites vraiment petites. Une partie de cache-cache qui était sympa, là, où tu as Sidney et Tatum qui se cachent derrière les murs. T'as Ghostface qui essaie de taper pour voir si c'est creux ou pas afin de planter sa lame. Là, c'était cool, ça changeait un peu. Du coup, je me cache derrière un mannequin, ou alors je me cache dans un placard, ou alors je passe par la fenêtre. Non, là, on essaie de se cacher derrière des murs. Pourquoi pas, à la rigueur. Et ça m'a fait penser un peu à... Oh, attends, c'est Only Murders in the Building. T'avais de temps en temps des petites séquences comme ça où ils se cachaient derrière des murs des appartements, c'était intéressant. Et aussi, c'est que là, on te montre quand même aussi que tu as le père, à savoir Mark Evans, si je ne dis pas de bêtises, qui ose se battre contre Ghostface. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un flic qui a pas peur de se battre. Il a pas peur de la mort. Tu vois qu'il se défend, il donne des patates et tout ça. C'est intéressant pour le coup. Franchement, intéressant. Là, il y avait une idée, franchement, intéressante. Ça changeait un petit peu. Et après, ça se termine avec Gail qui le percute. D'ailleurs, Gail qui revient. Elle le percute, genre, elle l'écrase et elle lui roule dessus. Et elle arrive comme ça, en mode badass et tout ça. C'était cool. Voilà, la scène n'était pas trop mal. Ça changeait un peu, donc on va dire, allez, je laisse passer. Et après, à un moment donné, on enlève le masque pour savoir qui est le tueur. Donc je m'étais dit, ça va un peu vite là. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est un mec sorti de l'hôpital psychiatrique, mais que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu. Parce que quand Sidney travaille dans son café, à un moment donné, elle pose le café, elle appelle Carl. La caméra monte, tu vois un mec complètement avec un regard noir, avec une longue barbe et tout ça. Et bien en fait, c'est ce gars-là, le Ghostface en question. Mais je m'étais dit, mais ça n'a aucun sens. De mettre comme tueur un gars qu'on a vu une demi-seconde. Une demi-seconde. Mais t'es dit, c'est quoi le but en fait? Mais c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas un Ghostface, il y en a plusieurs. Donc là, je m'étais dit, ça sera pas encore une fois comme le 3. Où dans le 3, t'avais qu'un seul tueur. C'est pour ça que par moment, je redonne des points positifs au 3. Bon bref, le mec est sorti, c'est un mec qui est frappadin, qui sort de l'asile et qui se dit, tiens, je vais faire un Ghostface, voilà. Tu veux. Parlons de Sidney. Alors, ça n'a pas de la revoir, hein. Mais personnellement, je ne voyais pas l'intérêt parce qu'en fait, on a... comment dire? On n'a plus rien à raconter avec elle. Pour moi, elle avait une très bonne conclusion. Où tu la voyais mère avec des gamines et tout ça. Pour moi, c'était tout à fait correct. Moi, je voulais pas qu'on la ramène. J'aurais préféré que, par exemple, on crée par exemple des nouveaux personnages. Qu'on ne rajoute pas Gail Weathers et Sidney Prescott. Je voyais pas l'intérêt, en fait. Après, beaucoup de gens vont tout le temps dire que quoi, Neve Campbell, c'est elle qui porte la saga Scream dans le creux de sa main. Donc, un film Scream sans elle, bah, c'est pas un film Scream. On peut dire ça comme ça, oui, oui. Mais par exemple, ça n'a pas empêché certains qu'on a eu des films Halloween sans Laurie Strode. C'est pas pareil. Là, personne s'est plaint. Je vois pas pourquoi là, on se plaindrait qu'au quoi pour un Scream, il n'y aurait pas de Sidney Prescott.
Pour moi, je trouve qu'ils en font beaucoup trop avec Sydney. Ils en font trop. Si vous n'avez plus rien à raconter avec elle, il faut plus la remettre. Hein. Malgré que c'est une Final Girl que j'aime beaucoup, hein, mais quand t'as plus rien à raconter, tu ne la mets plus. Parce que là, moi, j'ai tout vu sur elle. J'ai tout vu, il n'y a plus rien à dire. Par contre, c'était sympa le fait sa maison est sous surveillance, c'est-à-dire qu'elle pose des caméras un peu partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur son téléphone, elle peut voir toutes les caméras qu'il y a chez elle et tout. Elle a aussi une caméra dans le café où elle travaille. Donc, intéressant que là, elle prend des précautions et tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, c'était sympa le fait que tu as une séquence où tu as Tatum qui est enfermée dans le bureau parce qu'elle a été poursuivie par un Ghostface. Et tu as Sydney qui, à l'aide de son téléphone, lui parle et lui dit qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit charger l'arme et tout, où est-ce qu'elle doit tirer et tout. Ça, c'était une très bonne idée. Très bonne idée d'avoir fait ça. Moi, j'aimais beaucoup ça. L'idée était intéressante. Le fait que là, elle aide sa fille à se battre un petit peu, à comment se défendre et tout ça, comment se servir une arme et tout ça. Franchement, intéressant. Franchement, il y a l'idée. Ça changeait clairement de Sydney qui voulait tout le monde mettre tout le monde à l'écart. Là, vu qu'il s'agit de sa fille, elle voulait la mettre à l'écart, mais elle s'est dit, vu ce qui se passe et vu le nombre de psychopathes qu'il peut avoir sous le masque de Ghostface, il faudrait qu'à un moment donné, sa fille se prépare à se défendre. Donc, honnêtement, sympa. Mais il y a un petit truc qui me dérange un petit peu. C'est qu'à chaque fois qu'elle veut aider... en fait, imaginons, tu as le héros principal que tu as vécu dans un film. Ici, le personnage principal a un enfant qui veut protéger d'un tueur qu'il a connu par le passé. Ça vous fait pas penser à un film? Moi, si. Ça me fait penser à qu'est-ce que je vais dire? J'allais dire Valorant, qu'est-ce que je raconte? Je suis ailleurs, excusez-moi. Ça me fait penser à Halloween 20 ans après. Dans le film, Laurie Strode, elle a un fils, elle est allée ailleurs. Et comme par hasard, tu as Michael Myers qui arrive et qui la retrouve. Vous trouvez pas que Scream 7 ressemble un peu à... Dans la construction du scénario, vous trouvez pas que ça ressemble trait pour trait à Halloween 20 ans après? Je sais pas, hein, je me pose ça comme question. Après, je m'invente des mots, hein, je m'invente des histoires. Hein. Mais pour moi, en voyant le film, j'avais l'impression de voir un Halloween 20 ans après, version Scream. Je voyais ça. Puis aussi, le coup de Mindy qui recommence avec sa liste de suspects qu'il pourrait avoir sous le masque et tout ça, après avoir vu tous les stabs et tout ça. Ça, stop. C'est du déjà vu qu'on a vu dans tous les autres films. À un moment donné, faut arrêter. J'aurais préféré que il n'y aurait pas eu ce genre de choses. Dans Scream 7, ça m'aurait convenu totalement. Hein. Le tueur agit par cette manière-là. Elle ne pense qu'à elle. Mais il ne réagit pas ainsi. Il réagit avec ça parce qu'il aime ceci. Donc son but doit être ça. Voilà. Ce genre de truc ainsi, ça a tendance à me casser les couilles. Le meurtre, on va dire entre guillemets, de Mark était vraiment trop lent parce que tu voyais déjà il se dirigeait dans le garage où c'était en travaux. Il sentait il avait entendu des grabuges. Et là, t'as un Ghostface qui arrive. Il l'emballe avec de l'emballage et hop, il le poignarde. Mais on voyait qu'il le poignarde et hop, fondu au noir. Donc je m'étais dit, le père est mort. Spoiler, à la fin, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais ils l'ont juste gardé en vie. T'as déjà vu un Ghostface épargner quelqu'un? T'as déjà vu un Ghostface épargner quelqu'un? Moi, je me souviens pas que dans un Scream, t'as un Ghostface qui a épargné une victime. Donc le père meurt. De toute façon, c'est trop lent parce que tu vois... T'as le temps de t'y préparer au jumpscare, mais tu sais qu'il va être là. Mais tu le vois venir avec des kilomètres et ça me gonfle. Et je reviens aussi sur les jumpscares où, encore une fois, c'est le son à fond. Pas d'image choquante, non, juste le son à fond, encore une fois. À mon avis, ils apprennent rien. Ils apprennent rien. Il faut tout le temps mettre un son à fond, mais pas une image choquante. Tout le temps un putain de son à fond qui va te briser les tympans. Et aussi, là, c'est un gros spoiler. Donc, le truc qui m'a surpris, parce que je pensais que c'était qu'une rumeur, mais ça m'a surpris quand même, c'est que dans ce film, on revoit Schumacher sous forme de vidéo sur un téléphone, enfin on appelle vidéo. Alors déjà j'étais choqué parce que je m'étais dit,
Comment ils ont pu le faire revenir? Sachant que Stumacher est mort dans le premier, il s'est fait écraser une télé sur la gueule par Sydney. Comment il a pu survivre, le mec? C'est la question qu'on s'est posée que je m'étais posée quand j'ai été voir le film. Pendant ma séance, je m'étais dit, comment le mec peut être en vie? C'est impossible. Tu te prends une télé sur la gueule, t'es grillé sur place et t'es mort. T'es pas genre à l'hôpital ou un truc ainsi. Donc déjà, c'était assez bizarre le fait que tout soit vivant. Et le fait aussi qu'on te dit qu'il a été... genre, on t'a fait croire qu'en fait c'était un clodo. Ils l'ont interné à un hôpital psychiatrique qui est resté là pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et qu'après on l'a relâché. Pardon? Pardon? Quand t'as un maniaque comme Stumacher que tu internes dans un asile, tu oses le libérer après 30 ans qui est incarcéré? Ils sont bizarres les mecs qui font ça. À mon avis, cet asile ça doit être l'asile d'Arkham. C'est-à-dire que le mec s'est évadé à mon avis. Hein. Parce que le mec, on te dit qu'il a été relâché et qu'on te dit aussi qu'il a été interné là. Tu sens la merde. Tu sens la merde parce que tu te dis c'est pas possible que le mec soit vivant déjà. Quand tu te manges une télé sur la gueule, excuse-moi, tu t'en ressors pas vivant. Hein. C'est comme si on te balance quelqu'un dans un bain d'acide. Je suis désolé, il ressort pas. Hein. Ou alors tu deviens le Joker, mais c'est impossible. C'est impossible. Ou alors quand on te saute, on te fait jeter dans un bâtiment de trou qui fait quoi? Une hauteur de 5 mètres. Il arrive au sol, il est écrasé. Tu vas pas te dire, 10 ans après, il revient. Et puis ça ferait aucun sens s'il était encore vivant, il revenait seulement maintenant pour se venger. Pour moi, c'était beaucoup trop tard s'il était encore en vie. S'il voulait se venger de Sydney, il serait apparu peut-être dans le 3 ou dans le 4, à la rigueur. Mais ça n'aurait aucun sens qu'il revienne seulement maintenant. Ça n'aurait aucun sens. Donc tu te dis, comment c'est possible qu'il soit encore là? En plus, dans le film, on te répète plusieurs fois qu'au quoi, il était bien mort et enterré. Assez bizarre quand même pour le coup. Alors on a une réalisation vraiment très classique d'un Scream, franchement. La réalisation, elle est classique. C'est tout le temps des chants contre chants, jumpscare, coup de couteau, course-poursuite qui peut durer jusqu'à 2-3 minutes. Et c'est tout. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans la réalisation. Je suis un petit peu déçu pour le coup. Pourtant, il y avait moyen de faire quelque chose de différent. Tu aurais pu faire des combats qui peuvent durer longtemps ou quoi que ce soit. Tu peux même briser des membres ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être intéressant. Plutôt que tout le temps faire des plans contre plans, des coups de téléphone par-ci par-là. C'est chiant. Franchement, la réalisation, il n'y a rien. Tu as quand même des plans qui sont iconiques, comme je viens de les citer précédemment. Tu as des plans qui sont quand même iconiques, je dis pas le contraire. Hein, mais je trouve qu'en termes de réalisation, ça ne réinvente pas. C'est toujours la même sauce comme on a dans tous les Screams. Et puis là, on joue pas vraiment sur les codes des tueurs classiques. Hein. Prenons par exemple le premier. Dans le premier Scream, le but de ce film a été fait par Wes Craven et Kevin Williamson. Ils ont créé un film dans le but de se moquer des clichés graves du cinéma horrifique. Ils sont joués là-dessus, avec les jeunes qui sont cons, avec la pute, l'intello, le sportif, le loser, le tueur qui les attaque un par un et tout ça, des coups de couteau. En fait, ils ont fait un film qui voulait jouer sur les clichés. On ne pensait pas que ça allait faire un... On pensait que ça allait échouer, on pensait que ce film allait être un flop. Au final, ça a cartonné. Ça a cartonné. Donc la patte de Scream, c'était ça. C'était jouer sur les clichés. À partir du 2, je trouve qu'on n'est plus vraiment sur le côté cliché en fait. On n'est plus vraiment sur le côté cliché. On est vraiment sur quelque chose de vraiment... que c'est du vu, revu en fait. On est sur le même schéma depuis le premier Scream en fait. On suit le même schéma. Et dans le 16, je pensais qu'il allait avoir un peu de renouveau, mais que ça n'a pas été le cas. Tout comme dans la réalisation, comme j'ai dit, hein, c'est classique depuis le premier. Il n'y a pas de révolution, il n'y a rien. Parlons maintenant de Tatum, qui est la fille de Sydney. Alors franchement, Franchement, je vais pas vous mentir, hein, mais c'est vraiment le personnage que j'aime pas du tout. Encore le jeune rebelle et tout, qui ne veut pas écouter sa mère, qui en a marre de sa popularité. Elle sait qu'au quoi c'est la fille de l'héroïne en question, qui était une survivante pendant des siècles, enfin pas des siècles, mais pendant des années.
Ça, fallait s'y attendre qu'au quoi on allait avoir un truc qu'on a déjà vu maintes et maintes fois dans d'autres films. Et puis aussi, c'est que, bon, vous l'avez reconnu, hein, mais Tatum, pourquoi elle s'appelle comme ça? En fait, c'est une référence à l'ami de Sydney qu'il y avait dans le premier. Pour ceux qui n'arrivent pas à la situer, c'est en fait celle qui se fait tuer avec une porte de garage. Donc en fait, Sydney, elle a donné le nom à sa fille, le nom de son ami qu'elle avait dans le premier. Bon, on voit que là, c'est le fanservice gratuit. Là. Ça, c'est gratuit. Bon, bah allez, ça, je laisse passer. Pourquoi pas, je laisse passer. Et aussi, à un moment donné, j'ai pas compris avec elle, c'est que elle veut être forte comme sa mère, mais c'est sorti comme ça. Justement, après la scène de la course-poursuite dans la baraque. Après ça, elle s'est dit, je veux être forte comme ma mère. Donc ça, c'est complètement idiot. Je te dis d'où elle va devenir forte et tout comme sa mère, alors que sa mère, tout ce qu'elle a eu, c'était de la chance. Tout ce qu'elle a eu, c'était un coup de chance. Là, si sa fille fait la même chose, je suis désolé, elle aura peut-être pas autant de chance qu'elle. Et puis aussi, c'est que le point... Enfin, c'est une incohérence que j'ai pu relever, que j'avais déjà dit dans la bande-annonce. Dans le film, je sais pas quel âge elle a, mais tu vois que c'est une lycéenne. Donc, elle doit avoir 16, 17 ou 18 ans. Grand max. Et ce que j'ai pas compris, c'est que c'est une ado. Alors, pourquoi est-ce que dans le 5, quand on voit Sydney en train de faire un jogging, elle a une poussette avec 2 enfants? Elle te dit clair net qu'au quoi elle n'a que 2 enfants. Elle en a pas 3, elle en a 2. Donc, à mon avis, Scream 5 et Scream 6 et Scream 7, ça a suivi. Ça a fait juste quelques mois. Donc, tu es en train de me dire que dans le 5, Tatum était encore un bébé. Et dans le 7, c'est déjà une ado. Il n'y a pas un problème là? Parce que là, la poussée de croissance, ça perd pas une seconde hein, chez les Prescott. Ça perd pas une seconde. Mais ça doit être une incohérence, hein, je trouve. C'est une incohérence. Dans le 5, Tatum était encore un nourrisson. Alors que là, dans le 7, c'est déjà une adolescente. C'est qu'à mon avis, le 7 aurait dû se passer genre 15 années plus tard, maximum. Mais pas au bout de quelques mois ou de 1 an ou 2, parce que là, ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens. Je sais pas si vous me comprenez, hein, si c'est la même chose, ou alors peut-être que c'est expliqué et que j'ai pas très bien compris, hein, mais si c'est vraiment ce que je pense, pour moi c'est très mal expliqué. Hein. Mais c'est vraiment une incohérence en même temps. Puis on revoit aussi Gale, donc Gale Weathers c'est bien, hein, mais tout le film, elle a servi à rien. Elle a juste écrasé un Ghostface, et c'est tout. Elle a servi strictement à rien la meuf, hein. Mais bon, j'aurais préféré que par exemple, soit elle soit dans le coma, parce que je rappelle dans le 6, elle s'est fait poignarder par un Ghostface. J'aurais préféré que par exemple, soit elle est dans le coma, ou soit tu peux la tuer. Parce que là, tu vois qu'au quoi, dans le film, dans le 7 je parle, on apprend qu'en fait, elle a toujours pas su digérer la mort de Dewey. À partir de là, quand tu sais pas quoi faire avec un personnage, comme je l'ai dit, tu tues le personnage. Tu le tues. Gay, si tu ne sais plus quoi raconter avec elle, tu la tues. Tu la tues, c'est tout. Parce que pour moi, elle n'apporte plus grand-chose, Gail. Hein. Il n'y a plus grand-chose qui va avec elle. Hein. C'est bon, ici, elle a perdu son émission. Elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Pour moi, il n'y a plus rien avec elle. Il n'y a plus rien, tout est fini pour Gail. Donc si tu sais pas quoi en faire avec elle, tu t'en débarrasses, c'est tout. Tu la tues. Pareil pour Mindy et Jade. Donc les deux personnages qu'on a vus dans le 5 et le 6. Bah, je suis désolé, eux ils sont inutiles. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Jade il a servi à rien. Il s'est repris des coups de couteau et c'est tout. En fait, je pense qu'il s'est repris les mêmes coups de couteau comme dans le 5. Tu sais, dans le 5, il s'est pris des couteaux dans le dos. Mais le mec, ça va, je suis encore vivant. C'est n'importe quoi, franchement. Mais là, c'est pareil. Il s'est pris des coups de couteau et il y a juste un plâtre. Pareil pour Mindy, elle sert à rien, à part pour faire sa Randy, mais c'est tout. Hein.
Il n'y a rien d'autre. Hein. Ensuite, une scène où franchement c'est complètement con, mais c'est vraiment de la part du personnage. Tatum décide de sortir pour aller dans un bar pour aller retrouver ses potes. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on vient d'annoncer un couvre-feu quoi. À partir de telle heure, il faut évacuer les rues. Plus personne doit traîner dans les rues. Tout le monde doit être chez soi. Et Tatum, elle se décide comme ça de... Allez, je sors. Ma mère n'a pas à dire ce que je dois faire, je sors comme ça. Très belle mentalité, franchement. Très bon choix, Tatum. T'es vraiment conne. Hein. Il y a un couvre-feu. Tu sais, c'est pareil, c'est comme avec le Covid. Hein. C'est comme avec le Covid. Il y avait un couvre-feu à un moment donné. On pouvait pas sortir. Si on te voyait dehors, tu te chopais une amende. Là, comment ça se fait qu'il n'y a aucun flic, par exemple, qui surveille les lieux et qui comment dire, et qu'à chaque fois qu'il voit quelqu'un dans les rues, il doit le recadrer en disant rentrez chez vous, vous ne pouvez pas rester dehors. Apparemment, non. Aucun flic n'est venu, aucun flic est dehors, aucun flic ne réagit. Voilà. Alors, l'interview, on a maintenant l'interview de Sydney que Gale rêvait depuis le premier film. On l'a enfin eu. Mais j'ai trouvé la séquence assez moyen, je trouve. La séquence est moyenne, franchement, c'est vraiment pas terrible. On voit que Gale se lâche dans les propos qu'elle dit. Mais tu vois d'avance quoi, elle a grillé les cartouches. Franchement, ça, c'est la faute de Gale. Elle a grillé les cartouches qu'il fallait pour coincer Stu. Alors que Sydney avait un plan, mais Gale a encore tout foutu à la trappe. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pourtant, ça aurait pu être intéressant le fait qu'on ait une interview de Sydney à la télé. Que Stu appelle en même temps. Comme ça, il le voit dans toutes les télés. Mais il fout une pression. Par exemple, je suis près du bar où ta fille se trouve. J'ai foutu des explosifs ou un truc ainsi. Si tu te jettes, imaginons, si tu te tues pas dans les 5 heures qui suivent, enfin dans les 5 minutes qui restent, bah ta fille va y passer ou un truc comme ça. Tu sais, il fallait dire à un moment donné, au moment de l'interview, il y a quand même une tension qui s'installe. Là, on n'a rien. C'est à peine qu'elle a tout fait, il coupe l'antenne, et puis à ce moment-là, tu as tout qui appelle. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage, il y avait moyen de faire quelque chose. Hein. Alors, on a le meurtre de Lucas, qui est le fils de la voisine de Sydney. Son meurtre était cool, où là, Ghostface le prend et l'empale sur une... Comment on appelle ça? Sur une pompe à bière. Tu vois la tête, déjà, elle est un peu mal foutue quand il s'abaisse, mais tu vois la bière sortir de la bouche. Pas mal, franchement. L'idée était cool. C'est pour ça qu'on m'a dit que le film était plus violent que tous les autres. J'ai vu quoi, oui, ça avait l'air plus violent. On proposait des meurtres qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les anciens films. Donc là, c'est vraiment un point positif, c'est que les meurtres changent de ce qu'on a eu. On a quand même les coups de couteau, mais on ne voit pas les gens mourir d'un coup de couteau et hop, c'est fini. T'as juste l'intro. Mais après, dans le film, ça change un petit peu, donc voilà. C'est sympa. Déjà, la meuf qui se pendait où on ouvre les boyaux, et là, le gars qui se fait empaler sur une pompe à bière, pourquoi pas. Aussi, on a un petit retournement où je m'y attendais pas. Parce qu'au début, j'avais lui comme suspect, c'était le petit copain de Tatum, donc le petit blond là, qui faisait un ersatz de Billy Loomis. Il y a un retournement que je n'avais pas vu venir. À un moment donné, Tatum rentre dans la voiture du mec en question et elle trouve un PC qu'au quoi le gars était en train de faire des deepfakes avec le visage de Stu. Donc à ce moment-là, je m'étais dit, le mec est grillé. Ça peut être lui le tueur. Et un peu plus tard, quand le mec revient en disant à Tatum que non, je ferai jamais ça ou quoi que ce soit, le mec s'est fait tuer par le vrai Ghostface. Ça, par exemple, c'est un retournement que je ne m'y attendais pas. Parce que je m'étais dit, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Parce que j'avais lui comme suspect, donc je m'étais dit, là j'ai les preuves et tout. Mais au final, non. C'était pas lui. C'était pas lui le tueur. J'ai été pris à contre-pied, je ne savais pas du tout. C'était étonnant. Bref, dernière chose, puisque là j'arrive à la fin. On arrive sur le final où tu as Sydney qui va à la maison parce qu'il y a 2 Ghostface qui ont kidnappé Tatum. Sydney se dirige à la maison et là elle reçoit une vidéo sur les différentes télés qu'elle a chez elle. Et tu vois les deepfakes en question. Et tu vois les anciens tueurs. Genre on te remontre Stu, on te remontre la mère de Billy dans le 2, on te remontre Roman dans le 3.
On te montre encore qui d'autre comme tueur. On remonte Doué aussi, qui dit que quoi, enfin avec un deepfake en disant que c'est la faute de Sidney s'il est mort ou quoi que ce soit. Et c'est tout. C'est tout. Il manque des tueurs. Il manque des tueurs. Il est où Derek du 2? Il est où Billy du premier? Il est où enfin, elle est où sa cousine dans le 4? Ils sont où en fait? Parce que là, il n'y a pas tous les tueurs. Il n'y a pas tous les anciens Ghostface. Il en manque là. Tous ceux qui étaient proches de Sidney, il en manque. C'est incroyable. Et puis aussi, ce que je n'avais pas dit, mais c'est vrai que c'est un gros point positif que je peux peut-être apporter. J'avais déjà pas aimé le coup qu'on passe de smartphone et ordinateur à partir du 5. Et là, à partir du 7, où l'idée que Ghostface utilise l'intelligence artificielle en se faisant passer pour un ancien tueur, c'est-à-dire qu'il peut se servir de l'IA pour créer un autre masque sous le masque de Ghostface, si le tueur Enfin, le fait que le tueur peut faire ça, qui crée un nouveau masque avec un deepfake sous le masque de Ghostface, l'idée était intéressante sur le papier, franchement. Je voyais dans quoi il voulait partir. Ça pouvait être intéressant, parce qu'on apprend que oui, Stu, en fait, n'est pas réellement là. Il n'est pas réellement vivant. C'est vraiment quelqu'un qui a fait un deepfake avec sa tête. Sauf que la tête qu'on voit de Stu, mais il ressemblait pas à ça dans le premier film. Il n'avait pas de barbe, il n'avait pas les cheveux gris ou quoi que ce soit. Il ressemblait pas du tout à ça. Mais l'idée d'utiliser un deepfake avec un ancien tueur pour faire un nouveau masque en même temps que celui de Ghostface, c'était intéressant sur le papier. Hein. Mais dans le film, je trouve que ça n'a pas été jusqu'au bout. C'est vraiment dommage. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Pourtant, il y avait quelque chose. Hein. Il y avait une matière, il y avait un truc à faire qui aurait pu être intéressant. Mais ça n'a pas été loin, ça n'a pas été au bout. C'est vraiment dommage. Et puis la révélation des deux autres tueurs, les autres Ghostface. Alors le premier, c'est le médecin qu'on a vu dans une scène. C'est quand Sidney Gale va voir pour avoir des renseignements sur le fou que Gale a renversé. Donc le médecin, on l'a vu qu'une seule scène. Le mec, franchement, c'est perdu pour perdu. Le mec disait qu'en fait, il a connu Stu dans l'asile parce que le gars se faisait appeler John. Alors là, la révélation la plus pourrie que j'ai pu voir dans un Scream. Et puis l'autre Ghostface, en fait, c'est la voisine de Sidney. La voisine qu'on a vue 2 scènes, mais c'était prévisible. Tu la voyais à des kilomètres que c'était elle. Tu la voyais à des kilomètres que c'était elle, l'autre Ghostface. Tu savais qu'elle, c'était un des tueurs. Et en fait, leur motivation, c'est juste la merde. C'est juste parce qu'en fait, ils sont fans de Sidney. Ils l'avaient adoré depuis le début. Mais c'est qu'à partir du moment où elle n'était pas venue à New York, que là, ils ont été déçus et qu'ils décident de la tuer. Ouais, c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment pas une blague, on a vraiment eu ce genre de choses. Hein. Et puis aussi, c'est que la façon dont la meuf s'exprime, mais t'y crois pas, on dirait de l'impro. Elle dit « Ah, j'ai fait ci, et... attends, j'ai dit quoi? Oh merde, t'es tout perdu là! Ah oui, c'est ça. Alors j'ai aimé ça et tout. » La meuf, comment elle s'exprime, on dirait qu'elle est en improvisation pour une pièce de théâtre. Tu sais, elle répète un texte. Du coup, c'est pas crédible. C'est pas crédible comment la voisine s'exprime devant Sidney. C'est pas crédible, une seconde. Et puis je parle pas du fait que là c'est une espèce de relaxation toxique. Genre la meuf parle, l'autre il dit ouais grave, et la meuf dit tu veux bien fermer ta gueule, je parle. Mais je vais pas vous mentir, ces deux-là, c'est les pires Ghostface que j'ai pu voir. Encore Amber et Richie du 5, ou encore le père, le frère et la sœur dans le 6. À la rigueur, ces deux-là étaient pas trop mal, franchement. Eux, ils étaient pas trop mal. Mais là, les deux cugus, là, les deux adultes, là, non mais je suis désolé, mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, franchement, en termes de Ghostface. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont branlé, mais alors là, pouf. Et puis, le final, où c'est un combat entre Sidney et la voisine. Oui, parce que l'autre, en fait, il s'est pris une balle dans la tête, il est déjà mort. Hein. Franchement, là, perdu pour perdu. Là. Bref, combat final dans le hangar en garage.
Enfin, non, pas le hangar, qu'est-ce que je raconte? Combat final dans le garage en travaux. Mais ça se termine... ça se termine comme un téléfilm, sans déconner. Ça se termine comme un téléfilm où ils se battent entre eux. Enfin, ils se battent entre elles. T'as Toon qui arrive, il lui tire une balle. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, la meuf, elle sort avec un couteau et tout ça. Les deux sont là avec leur flingue, elle l'allume. Putain, ils ont tiré sur le visage, tu vois qu'elle a plus de visage carrément. Elles l'ont désintégré. Oh, j'étais choqué de me dire à chaque que là, elles l'ont désintégré, la pauvre meuf. Et ça se termine par une phrase badass de Tatum en disant « Je suis la fille de Sidney Prescott, bordel ». Ouais, ça aurait mieux marché à une époque, hein, mais plus maintenant. Bref, donc, pour conclure, Scream 7 en soi, c'est vrai que c'est le Scream 7, c'est le Scream 7 que je raconte pas. C'est la fatigue, c'est parce que j'ai tellement bavardé ici que j'en peux plus. En soi, ce Scream là, c'est le plus... En soi, ouais, c'est quand même le plus mauvais. Je vais pas vous mentir, j'hésitais à le dire que quoi, il était pas si mal, mais en le voyant et en me comparant à ce que ça a été fait avec le 5 et le 6 par exemple, je trouve que le 7 est vraiment inférieur parce que le truc qui m'a dérangé avec le 7, c'est que il y a le côté méta et fanservice qui me déçoit. Côté fanservice parce que là, on en a beaucoup trop. On en a beaucoup trop. Même le côté méta, j'ai l'impression qu'on essaie de surfer sur les films d'horreur actuels où le seul but est de prendre comme référence et de surfer sur le succès d'un film qui a été fait par le passé. Et pour celui-là, j'ai l'impression que c'est la même chose. On essaie de surfer sur le premier, mais en incorporant des scènes qui sont identiques au 1, mais en rajoutant les personnages de ce film en question. On te rajoute des personnages et tout ça avec des deepfakes et tout ça. Pour moi, le film n'a... En fait, je voyais pas l'intérêt de faire un 7e en fait. Parce que la saga n'avait plus rien à raconter à partir du 3. Et oui, je dis à partir du 3 parce que pour moi, le 4, on va dire que c'était un petit bonus. Le 4, c'est un bonus. Mais par exemple, le 5 et le 6, c'était vraiment pas nécessaire qu'ils voient le jour en fait. Tout comme le 7 où, ok, il y avait peut-être des séquences qui étaient intéressantes. Hein. Mais personnellement, je voyais pas l'intérêt qu'on fasse un 7. T'avais quand même des scènes assez intéressantes, des meurtres qui étaient assez violentes. C'est d'ailleurs les scènes les plus violentes que j'ai pu voir dans un Scream. Mais en soi, je voyais pas l'intérêt avec le côté méta et le côté fanservice à gogo. Notamment du premier, parce que là, c'est plus le premier qui a un côté fanservice à outrance. Malgré que t'as quand même des références sur le 2 et le 3. Ok, ouais, mais bon. Enfin bref, je sais pas quoi dire, simplement parce que le 7... je le trouve pas spécialement ouf et tout. Je le regarderai une deuxième fois, peut-être hein, quand ce sera autour de sa critique horrifique. Hein. Mais pour l'instant, j'ai du mal à me rappeler de certains moments où je me dis le film aurait pu être sympa, le film aurait pu être incroyable, j'aurais pu kiffer. Mais moi, étant donné qu'au quoi, il y a tellement de choses et tout là-dedans que je m'étais dit ça va pas du tout. Il y a tellement de choses, mais comme j'ai dit, c'est le côté méta et le fan service à outrance qui m'a fait un peu sortir du film. J'ai sorti du film à plusieurs reprises à cause de ça, le côté méta et le côté fan service. Mais bon, si vous avez aimé le film, tant mieux pour vous. Moi, je dirais, enfin, on va dire qu'au quoi j'ai détesté, on va dire que c'est un peu vulgaire, dit comme ça. Je dirais plus qu'au quoi je suis plutôt en demi-teinte sur ce film. Mais je préfère quand même le 5 et le 6 quand même. Je préfère le 5 et le 6 quand même parce que t'avais quand même les références, mais ça allait pas, on n'appuyait pas sur les références en fait. Alors que là dans le 7, je pense que c'est ça, on appuie sur les références. Et c'est ça qui m'a fait un peu sortir du film. Je suis sorti à plusieurs reprises du film à cause de ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, voilà. C'est tout ça, c'est que le fanservice, faut juste bien le maîtriser, pas trop en faire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Scream 7. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu le film. Et soyez honnête hein, si vous avez aimé ou pas. Et dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Je serais été curieux de voir ça parce qu'il y a moyen qu'on puisse débattre. Parce qu'actuellement le film se fait démonter dans les deux sens. Il y a des gens qui l'aiment bien, mais beaucoup de gens disent qu'au quoi il est merdique. Moi je dirais pas que je trouve franchement merdique, hein, je dis juste qu'au quoi pour moi ça mérite un deuxième visionnage à mes yeux.
Enfin voilà, donc j'espère à tous que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big à tous qui fait plaisir et profitez de la vie, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut à tous.